En juillet 1969, les États-Unis annoncent avoir posé un homme sur la Lune. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Pour la première fois, des images montrent un astronaute évoluer sur un autre astre que la Terre. Très vite, cet exploit devient un symbole, celui de la victoire américaine dans la course à l'espace, celui du triomphe technologique d'un camp sur l'autre. Mais presque aussitôt, une autre histoire commence à circuler, une histoire plus discrète, moins officielle, une histoire faite de doutes, de questions, puis d'accusations. Selon certains, les missions lunaires n'auraient jamais eu lieu et les astronautes ne se seraient jamais posés sur la Lune. Si ces accusations sont fondées, alors l'un des événements les plus documentés du XXe siècle ne serait en fait qu'une simple mise en scène. Contexte historique. À la fin des années 1950, la guerre froide ne se limite plus aux discours diplomatiques ou aux démonstrations militaires visibles. Elle se déplace progressivement vers un terrain nouveau, plus abstrait, mais tout aussi stratégique, l'espace. Lorsque l'Union soviétique place Sputnik en orbite en octobre 1957, le satellite en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Il est petit, sphérique, technologiquement rudimentaire. Pourtant, son impact dépasse largement sa taille. Sputnik émet un signal radio simple et régulier que n'importe quel récepteur suffisamment sensible peut capter. Pendant plusieurs semaines, ce signal est entendu bien au-delà des frontières soviétiques. Des stations occidentales l'enregistrent, mais aussi de simples radioamateurs américains. Certains journaux vont jusqu'à publier les horaires de passage du satellite, permettant à la population de sortir la nuit et d'observer un point lumineux traverser le ciel. Pour la première fois, un objet soviétique survole publiquement le territoire américain. Il n'est ni intercepté ni contrôlé. Cette démonstration est visible, mesurable et incontestable. Elle ne repose pas sur un discours officiel, mais sur une expérience directe, accessible à tous. À Washington, le choc est immédiat. Les responsables politiques comprennent que Sputnik n'est pas seulement un exploit scientifique, il constitue aussi une preuve de capacité balistique. En effet, si l'URSS est capable de placer un satellite en orbite, alors elle est théoriquement capable d'envoyer un missile sur une trajectoire comparable. L'espace cesse alors d'être un horizon lointain réservé aux ingénieurs. Il devient un enjeu stratégique majeur. Le sentiment de supériorité technologique américaine, largement admis jusque-là, est brutalement remis en question. C'est dans ce climat que John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960, se retrouve confronté à une situation délicate. Les États-Unis accusent un retard symbolique face à leur principal adversaire. Or, dans le contexte de la guerre froide, l'image compte autant que la réalité. En 1961, Kennedy annonce un objectif extrêmement précis: envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie et le ramener vivant sur Terre. Ce choix n'est pas dicté par l'optimisme, mais par le calcul. L'orbite terrestre est déjà dominée par les soviétiques. La Lune, en revanche, reste un territoire encore inexploré. Ce qui frappe rétrospectivement, c'est le décalage entre l'ambition affichée et les capacités techniques réelles du moment. Les États-Unis ne maîtrisent pas encore totalement les vols orbitaux habités. Les fusées explosent régulièrement lors des essais et les capsules sont encore expérimentales. Les marges d'erreur sont donc importantes. Pourtant, une fois cette promesse formulée publiquement, elle devient politiquement irréversible. Renoncer reviendrait à admettre une incapacité face à l'URSS. L'objectif lunaire cesse alors d'être un simple projet scientifique. Il devient un engagement national. Le programme Apollo naît sous cette pression. Il mobilise des centaines de milliers de personnes, des milliers d'entreprises et absorbe une part considérable du budget fédéral américain. Chaque avancée est observée, chaque retard est commenté, chaque échec est public. En 1967, un incendie éclate lors d'un test au sol dans la capsule d'Apollo 1. 3 astronautes meurent avant même le premier décollage. L'accident est documenté et médiatisé. À ce stade, le programme pourrait être abandonné, mais ça ne sera pas le cas. Lorsque Apollo 11 se pose sur la Lune en juillet 1969, l'exploit paraît immense. Mais c'est précisément cette réussite, obtenue dans un contexte aussi contraint et sous une pression aussi forte, qui nourrira plus tard le soupçon. Argument contre.
Lorsque l'on cherche à comprendre pourquoi les missions Apollo ont suscité autant de doutes, il faut d'abord accepter une réalité simple. Ce soupçon ne repose pas sur une imagination débridée, mais sur une accumulation de dissonances entre ce que l'on voit et ce que l'on nous raconte. Ce que l'on nous raconte et ce que l'on croit savoir des lois physiques. Les images constituent le premier point d'ancrage de ce doute. Dès leur diffusion, certaines photographies prises sur la Lune provoquent un malaise diffus. Les ombres, en particulier, attirent l'attention sur plusieurs clichés. Elles ne semblent pas parallèles, alors même que la Lune ne possède qu'une seule source lumineuse naturelle, en l'occurrence le Soleil. Dans l'expérience quotidienne, une scène éclairée par une source unique produit des ombres orientées dans la même direction. Lorsqu'il n'en est rien, l'hypothèse la plus immédiate devient celle d'un éclairage artificiel typique d'un environnement contrôlé. À cette première interrogation s'ajoute rapidement le cas du drapeau américain. Sur les images, il apparaît figé dans une forme ondulée, presque comme s'il flottait. Or, dans l'imaginaire collectif, un tissu qui présente ce type de pli est presque toujours associé à la présence de vent. Sur la Lune, pourtant, il n'y a pas d'atmosphère. L'incohérence apparente entre ce que l'on sait théoriquement et ce que l'on voit concrètement suffit à nourrir le soupçon. Le ciel lunaire devient alors un troisième point de fixation. Beaucoup s'attendent à voir un ciel d'une profondeur exceptionnelle, saturé d'étoiles, libéré de toute pollution atmosphérique. Pourtant, les photographies montrent un fond presque entièrement noir. Là encore, ce n'est pas tant ce qui est visible qui trouble, mais ce qui semble manquer. Les mouvements des astronautes renforcent cette impression de décalage. En observant certaines séquences, notamment au ralenti, des sceptiques estiment que les gestes paraissent trop familiers. Une gravité 6 fois plus faible devrait, selon eux, produire des déplacements plus amples, plus lents, presque irréels. Le fait que les astronautes marchent, tombent ou se relèvent de manière relativement ordinaire donne l'impression que la scène se déroule dans un environnement plus proche de la Terre que de la Lune. Cependant, le doute ne s'arrête pas aux images. Il s'enracine plus profondément dans la question des moyens techniques. L'ordinateur embarqué du programme Apollo, lorsque l'on en découvre les caractéristiques, semble aujourd'hui dérisoire. Sa mémoire est extrêmement limitée, sa puissance de calcul minimale. Pour beaucoup, il devient difficile d'admettre qu'un système aussi rudimentaire ait pu gérer la complexité d'un voyage vers la Lune, d'un alunissage précis et surtout d'un retour sans erreur majeure. À ces interrogations s'ajoute enfin la question des radiations. Les ceintures de Van Allen, zones de rayonnement intense entourant la Terre, sont connues pour leur dangerosité. L'idée que des astronautes aient pu les traverser sans subir de conséquences graves paraît pour certains incompatible avec les connaissances actuelles sur les effets biologiques du rayonnement spatial. Cette question touche directement à la survie humaine, ce qui la rend particulièrement sensible. Mais un autre élément vient renforcer ce climat de suspicion, en l'occurrence la gestion des archives. Au fil des décennies, il apparaît qu'une partie des documents originaux liés aux missions Apollo a disparu. Certaines bandes vidéo originales ne sont plus disponibles. D'autres documents techniques sont incomplets. Dans certains cas, des archives ont été détruites lors d'incendies dans des installations de stockage, notamment à une époque où ces supports n'étaient pas encore perçus comme des pièces historiques irremplaçables. Pour les sceptiques, cette disparition pose un problème majeur. Lorsqu'un événement est présenté comme l'un des plus documentés du XXe siècle, l'absence d'une partie des preuves matérielles nourrit inévitablement le soupçon. Même si des copies existent, même si des retransmissions ont été conservées, l'idée que les originaux aient été perdus ou détruits ouvre un espace de doute difficile à refermer. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être relativisé, mais réunis dans un même récit, ils forment un ensemble cohérent. Les missions Apollo apparaissent alors non plus comme une certitude historique, mais comme un événement dont certaines zones restent floues et dont la compréhension repose largement sur des images et des documents que le public ne peut pas vérifier directement. Argument pour. Pour évaluer ces critiques, il est nécessaire d'adopter une approche différente. Là où le doute s'appuie sur des intuitions issues de l'expérience terrestre, l'analyse doit prendre en compte des contraintes physiques, techniques et historiques spécifiques. Ce changement de perspective permet de réexaminer chaque point avec davantage de recul. La question des ombres, par exemple, repose implicitement sur l'idée d'un sol plat et d'un environnement diffusant la lumière.
Or, la surface lunaire est irrégulière, composée de reliefs, de pentes et de cratères. La lumière solaire y arrive sous un angle très bas, sans diffusion atmosphérique. Dans ces conditions, des ombres peuvent sembler converger ou diverger simplement parce qu'elles épousent le relief du sol ou sont observées depuis des angles différents. Ce phénomène est bien connu en photographie, mais il devient déroutant lorsqu'il est observé dans un environnement que l'on maîtrise mal. Le drapeau américain, lui aussi, gagne à être replacé dans son contexte matériel. Contrairement à ce que suggère son apparence, il n'est pas librement suspendu. Il est maintenu par une barre horizontale rigide, conçue précisément pour permettre son déploiement dans le vide. Lorsqu'un astronaute le plante dans le sol lunaire, le mouvement imprimé provoque une oscillation. En l'absence d'atmosphère, cette oscillation n'est pas amortie, ce qui donne l'impression d'un mouvement persistant, parfois interprété à tort comme l'effet d'un vent inexistant. L'absence d'étoiles s'explique, elle aussi, par un mécanisme technique souvent sous-estimé. Les appareils photo utilisés lors des missions Apollo sont réglés pour photographier un sol extrêmement lumineux, éclairé directement par le soleil. Afin d'éviter la surexposition, le temps d'exposition est volontairement très court. Dans ces conditions, les étoiles, bien moins lumineuses que la surface lunaire, ne sont tout simplement pas enregistrées. Ce phénomène est courant en photographie nocturne terrestre dès que le premier plan est fortement éclairé. Les mouvements des astronautes doivent également être analysés à la lumière de contraintes souvent ignorées. Ils évoluent dans des combinaisons pressurisées, rigides, qui limitent fortement l'amplitude des gestes. À cela s'ajoute le poids de l'équipement et la nature du sol lunaire, constitué de poussière fine, offrant une adhérence imparfaite. Les déplacements observés résultent donc d'un équilibre complexe entre gravité réduite, rigidité de l'équipement et terrain instable, bien loin de l'image d'un corps libre évoluant sans contrainte. La question de la technologie, et notamment celle de l'ordinateur embarqué, mérite également d'être replacée dans son contexte. L'ordinateur d'Apollo est simple, mais cette simplicité est volontaire. Elle est conçue pour une tâche unique, en l'occurrence, assister la navigation et les calculs de trajectoire. Il n'exécute ni interface graphique, ni multitâches complexes. De nombreuses décisions restent humaines, réparties entre les astronautes et les contrôleurs au sol. Dans ce cadre, la faible puissance de calcul n'est pas une faiblesse, mais un choix d'ingénierie visant à réduire les risques. Les radiations, souvent présentées comme un obstacle insurmontable, reposent en grande partie sur une représentation simplifiée. Les ceintures de Van Allen ne constituent pas une barrière uniforme. Leur intensité varie selon les zones traversées. Les missions Apollo les franchissent rapidement en suivant des trajectoires spécifiques qui limitent l'exposition. La dose totale reçue par les astronautes reste inférieure à des seuils considérés comme dangereux sur le plan biologique. Reste enfin la question des archives disparues. Si certaines bandes originales ont effectivement été perdues ou détruites, notamment lors d'incendies ou de recyclage de supports magnétiques, cela ne signifie pas que l'événement repose uniquement sur ces documents. De nombreuses copies existent, tout comme des données indépendantes, qui ne dépendent ni des images ni des archives internes de la NASA. Les communications radio des missions Apollo, par exemple, ont été captées par des stations étrangères et par des radioamateurs civils. Leur comportement spatial et leurs détails correspondent à une origine située bien au-delà de l'orbite terrestre. Un signal radio ne peut pas simuler une distance variable sans être physiquement émis depuis cette distance. De plus, des réflecteurs laser ont été déposés à la surface de la Lune. Aujourd'hui encore, des observateurs situés dans différents pays les utilisent pour mesurer la distance Terre-Lune avec une précision extrême. Ces expériences ne reposent sur aucun récit officiel. Soit le faisceau revient, soit il ne revient pas. Les roches lunaires rapportées par Apollo ont également été étudiées dans des laboratoires internationaux. Leur composition isotopique et les traces d'exposition prolongées aux radiations cosmiques les distinguent clairement des roches terrestres connues. Leur falsification impliquerait de reproduire des conditions spatiales sur des durées incompatibles avec les capacités technologiques connues. Pris ensemble, ces éléments ne reposent pas sur une confiance aveugle, mais sur un faisceau de contraintes indépendantes. Ils n'éliminent pas toute zone d'ombre, mais ils rendent l'hypothèse d'un canular global extraordinairement coûteuse, tant sur le plan technique que géopolitique. Voilà, avant de se quitter, revenons sur un dernier détail, celui du retour des missions Apollo
Un détail qui est souvent mal interprété. En effet, lors de certaines apparitions publiques, les astronautes semblent tendus, parfois peu expressifs, loin de l'enthousiasme attendu. Pour certains sceptiques, cette attitude alimente l'idée d'un mensonge difficile à porter. À ce moment-là, pourtant, ils sortent de semaines de quarantaine, enchaînent examens médicaux, débriefings techniques et auditions officielles, tout en découvrant que chacun de leurs silences et de leur hésitation est scruté et interprété. Ils savent bien que leur retour sur Terre ne marque pas la fin de la pression, mais le début d'une autre exposition, cette fois-ci permanente. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.